éteindre nos téléphones ou bien mettre sur silence, s'il vous plaît. Camarade secrétaire permanent de la FC23, Benjamin Bonipa, nous nous excusons pour ce petit retard. Nous avons eu un petit problème technique. Comme vous êtes ingénieur, je pense que vous le savez aussi, il y a toujours des petits soucis et des imprévus. Nous allons poursuivre. Merci. Nous allons poursuivre. Camarade secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement de 1-2-3, AFC23, Benjamin Bonipa, camarade chef de département, mesdames, messieurs, membres de la presse, chers camarades, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. Au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC23, nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse du 20 novembre 2025 dans la salle de conférence de la BDG à Goma. Le programme de ce jour comprend deux principaux points. Nous avons la restitution de l'accord cadre de paix signé à Doha le 15 novembre 2025 par le secrétaire permanent de la FC23. Nous allons, par la suite, nous aurons une séance de questions-réponses avec le professionnel de médias. Benjamin Bonipa pour son analyse. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Comment vous allez? Et nous nous excusons de ce petit désagrément qu'il y a eu. Ce sont les aléas techniques. Ça arrive régulièrement parce qu'il y a des grands événements. Nous avons voulu vous donner la première de ce qui s'est passé à Doha, de la signature de l'accord cadre que nous avons eu avec la partie gouvernementale, pour que vous ne puissiez pas faire des spéculations, mais que vous ayez la matière telle qu'elle a été discutée, négociée, mais aussi nous allons demander au chef du département de communication de disposer le dit accord pour donner à certains organes de presse ici, pour que vous puissiez, lorsque vous allez détailler et analyser, que vous ayez un soubassement un peu scientifique. Mesdames et messieurs de la presse, nous saisissons cette occasion pour vous faire part et vous informer de l'accord cadre qui a été signé à Doha le 15 novembre 2025. Sous la médiation de l'État du Qatar, sous la médiation de l'État du Qatar, par l'entremise du ministre qatari des Affaires étrangères qui a parrainé les pourparlers, cet accord cadre est le fruit également de la facilitation américaine à travers l'envoyé spécial du président pour l'Afrique et le Moyen-Orient, M. Boulos, mais aussi la facilitation de l'Union africaine à travers le président Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine. Cet accord est le fruit de beaucoup de patience et de concessions de la part de notre organisation. Nous avons travaillé dans un esprit constructif. Cet accord cadre est le chemin vers le début de traitement des causes profondes du conflit qui a pris des proportions inquiétantes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il circonscrit d'une manière claire
qu'on veut le faire croire le pouvoir de place à Kinshasa. Notre pays vit dans un état comatique où tous les secteurs de la vie sont à refaire. L'armée, la police, l'administration, la gouvernance, la justice. Le social des Congolais est au bas niveau du jamais vécu dans le passé. Il nous faut tout repenser de fond en comble. Bref, la refondation de l'État dans le vrai sens du terme. Mesdames et messieurs de la presse, voici un peu l'esprit qui a animé notre organisation pour les longs de parler avec nos compatriotes de Kinshasa. L'accord cadre dont il est question, l'accord de Doha, je demandais qu'on puisse projeter maintenant. Cet accord comprend 5 points. Il y a les préambules, il y a l'introduction dans laquelle nous avons l'objet et les champs d'application de cet accord cadre, mais aussi des principes directeurs. Le 3e point, ce sont les protocoles et les petites définitions introductives. Le 4e point, c'est la mise en œuvre, le suivi et la résolution des différends. Le 5e point, ce sont des dispositions finales. Les soucis qui animent notre organisation, c'est le devoir de redevabilité. Nous devons gérer nos populations en leur disant la vérité. On ne doit rien cacher à notre population pour qu'ils sachent d'où nous venons et où nous allons. Et non pas prendre nos populations comme des gros bébés en leur cachant la vérité. Dans la partie préambule, si vous faites défiler le texte, vous allez voir, il fait mention des engagements pris dans la déclaration de principe qu'on avait signée le 19 juillet 2025 à Doha. On parle là-dedans de mécanismes de libération des prisonniers dans le préambule. On parle de la paix qui doit être obtenue par la reconnaissance et la résolution des causes profondes du conflit et non par la voie militaire. On parle de dialogue comme chemin pour parvenir à cette paix telle qu'elle avait recommandé les cadres conjoints de l'Est African Community et SADC lorsqu'ils sont réunis en Tanzanie et approuvé par l'Union africaine. Dans le préambule de cet accord cadre, on parle également de la promotion de la cohésion nationale en luttant contre l'impunité et la promotion du respect des droits de l'homme et de la non-discrimination. On parle encore de l'engagement des partis à instaurer une paix globale et à résoudre les conflits par la mise en œuvre du présent accord cadre, conformément au protocole, aux phases et calendriers définis dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle. Tout ceci exige la bonne foi des parties. À Doha, nous avions discuté à partie égale, c'est-à-dire la partie gouvernementale et la partie AFC M23. C'était pas pour parler où il y avait une partie qui impose la manière de faire ou qui impose sa volonté. Nous avons traité des problèmes vrais et nous les avons traités, bien qu'il y avait des moments de tension, mais nous sommes arrivés à nous entendre sur certains points. L'objet et les champs d'action dans la partie introduction, l'accord de paix, l'accord cadre de Doha, énonce les principes directeurs
que les parties doivent tenir, mais aussi les mécanismes de renforcement des acquis. Vous allez vous demander quels sont ces acquis. Le premier acquis, c'était les cessez-le-feu. Nous avions obtenu un cessez-le-feu signé et parrainé par les États-Unis, les Qatar et tous les facilitateurs. Mais aussi, cette stabilisation, vous avez vu que les fonds n'ont pas avancé parce qu'il y avait cet entendement-là de sauvegarder et protéger cet acquis qui est les cessez-le-feu. Malheureusement, la partie gouvernementale a exploité cela pour lancer des offensives généralisées. Et tout le fois, vous lisez le communiqué à travers notre porte-parole pour dénoncer tout ce que nous vivons sur le terrain. Il y a aussi la résolution des causes profondes regroupées dans les 8 protocoles. Donc, c'est un acquis parce qu'avant, le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de causes profondes des conflits. Et pour votre information, ils ont dit qu'eux aussi pouvaient avoir des causes profondes et pouvaient nous exposer aussi les causes profondes. Nous avons dit que nous avons amené 8 protocoles dans lesquels nous mettons nos causes profondes et ils nous ont dit qu'ils peuvent avoir même 35 causes profondes des conflits. Et on était prêts à discuter de ces causes profondes. L'accord de paix global, tel que nous l'avons défini dans l'introduction de cet accord cadre, sera l'ensemble de ces 8 protocoles négociés et signés par les parties. Il contiendra également tout autre document connexe éventuel qui pourrait être convenu par les parties. Ça peut être peut-être la Constitution, on peut associer à notre accord la Constitution, ou bien des accords précédents, mais pour lesquels on se sera entendu et convenu avec la partie gouvernementale. Jusque-là, on n'a pas encore signé un accord de paix global. On n'a même pas encore commencé les discussions des causes profondes. Chaque protocole définira de la matière à traiter, donc les contenus, des mesures détaillées, des calendriers et des modalités techniques. Et voici le protocole que vous pouvez voir. On les a définis dans ce qu'on intitule le protocole. Le premier protocole, lorsqu'on peut citer, c'est le mécanisme pour la libération des détenus, des prisonniers, signé le 14 septembre 2025. Nous nous sommes entendus, une fois signé ce document, il fallait qu'il y ait libération des prisonniers. Le deuxième protocole, les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu, signé le 14 octobre 2025. Le troisième protocole, les 2 premiers protocoles ici ont déjà été signés, discutés et signés. Ce qui reste, c'est sa mise en œuvre. Jusque-là, ça fait défaut parce que au jour d'aujourd'hui, aucun prisonnier n'a été libéré. Jusqu'aujourd'hui, le cessez-le-feu est violé. Et à l'heure où je vous parle, nos forces d'opposition sont attaquées proche de Katoï, vers Luki, où nos militaires sont en train de se défendre à l'heure où je vous parle. Le troisième protocole, l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Celui-ci n'a pas encore été
Ici, on peut citer les ETF, les FDR et d'autres groupes étrangers qui nous connaissent. Sixième protocole, c'est identité et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. Septième protocole, c'est relance économique et sociale. Et huitième protocole, c'est justice, vérité et réconciliation. Dans le point 2, où nous avions défini, il y a l'accès humanitaire et protection juridique dans les protocoles. Après les deux autres là, donc c'était le troisième protocole. Ici, dans l'accord 4, le gouvernement a reconnu qu'il y a déjà une zone sinistrée. Il y a la reconnaissance de la zone sinistrée. Et cette zone sinistrée, ce sont des régions longtemps touchées par des conflits armés. Vous allez le trouver dans les protocoles, dans l'accord 4, où on parle de la zone sinistrée. Et les activités qui seront menées dans cette zone sinistrée, le gouvernement va décréter un état d'urgence humanitaire, mais aussi un programme spécial de pacification et de reconstruction. Il sera lancé dont les modalités seront définies dans les protocoles. En ce qui concerne la protection juridique, on aura à prendre toutes les mesures pour apaiser les climats qui se vivent dans notre pays, les climats d'insécurité et d'instabilité, l'exil forcé, d'où il faudra annuler les condamnations fantaisistes et les sanctions inutiles. Il n'y aura plus de poursuites, mais aussi il y aura la restitution des biens spoliés, des biens expropriés et des biens cassés au profit de la population. Les quatrièmes protocoles, ou bien deuxième après les deux autres là, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, les réformes, la gouvernance participative nationale. Nous avions subdivisé ces points en sous-points, comme il y a là-bas, où on a commencé par parler de la restauration et le rétablissement de l'autorité de l'État, mais aussi des réformes, et enfin des dispositions de gouvernance participative nationale. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ici? En ce qui concerne le rétablissement de l'autorité de l'État, il y a encore un danger, mais on n'a jamais discuté sur cet aspect. Cette thématique n'a jamais été abordée à Doha depuis le mois de mars jusqu'à ce jour. Et là, le problème ne concerne pas là où la partie gouvernementale veut situer le problème, c'est-à-dire l'Est, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu. Le rétablissement de l'autorité de l'État se fera sur l'ensemble du territoire national. Et vous allez le lire dans l'accord cadre. Il n'y a ni calendrier, ni les timings, ni les modalités pratiques, parce que ces thématiques devront être discutées dans les protocoles. Concernant les réformes seront définies dans les protocoles afin d'assurer la stabilité politique, sécuritaire et institutionnelle du pays. C'est dans ces différents domaines que nous allons procéder à des réformes, c'est-à-dire les réformes institutionnelles, les réformes politiques et les réformes sécuritaires. Le point C, c'est le dispositif de gouvernance participative et nationale. Ici, il est question de faire participer tout le monde, y compris des groupes marginalisés, des exilés politiques,
accès aux documents de l'état civil, accès aux documents nécessaires, réouverture de services essentiels, banque, douane, infrastructure. Vous allez le trouver également dans notre accord cadre. Nous nous sommes convenus sur ça. Le troisième protocole, ou bien le cinquième, en suivant l'ordre si on ajoute les deux, ce sont les dispositions intérimaires en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Le parti se sont engagés à éviter de soutenir, voire héberger aucun groupe armé. Le parti se sont engagés à désarmer les groupes armés locaux. Tous les Wazalendo et les autres milices locales, nous devons les désarmer. Le parti se sont engagés à neutraliser les groupes armés étrangers, EDF, FDR et consorts. Et prendre des dispositions transitoires en matière de sécurité dans les zones touchées par le conflit afin d'assurer l'ordre public et la protection des civils. Les quatrième protocole, santé et citoyenneté, retour et réinstallation des personnes déplacées internes et des réfugiés. C'est l'une des causes profondes qui gangrènent notre pays, la crise identitaire. Aujourd'hui, elle est à la base de plusieurs milliers de réfugiés dans les pays voisins, voire en Europe et partout en Afrique et dans le monde. Et c'est là où vous voyez vous-même l'exclusion qu'il y a dans ces pays, la xénophobie, la haine tribale, la discrimination. Donc cette question d'identité, ou même le président Kabila a été dénié de sa nationalité parce qu'on ne le reconnaît pas comme le fils de ces pays. Vous êtes témoin. Il y a certains candidats qu'on voulait écarter parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas des pères et des mères. Donc, dans notre pays, la question identitaire, elle est à la base de toute la souffrance et de la misère. On ne pouvait pas faire abstraction à cela. Nous nous sommes convenus de travailler sur cela. Et dans les protocoles, on devait étudier toutes les matières y afférentes. Et les partis se sont engagés à faciliter le retour sûr, volontaire et digne des réfugiés et personnes déplacées dans leur région d'origine. Dans ce quatrième point, dans ce protocole, on s'est convenu que notre pays, la RDC, devait signer un accord tripartite avec tous les pays d'exil, d'asile, où nos populations ont trouvé asile, les pays limitrophes, mais aussi avec les HCR. Le gouvernement s'est engagé à protéger les personnes retournées contre la persécution, les discours de haine, la dénationalisation et l'exil forcé. Et aussi, dans cet accord cadre, c'est aussi la question relative à l'identité qui devra être traitée en conformité ou conformément à la Constitution. Les septième protocole ou cinquième, lorsqu'on enlève les deux premiers, c'est la relance économique et les services sociaux. Les partis ont convenu que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence pour rétablir les services publics de base et un programme de relèvement des infrastructures essentielles dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'environnement et les soutiens aux petites et moyennes entreprises afin de relancer l'économie locale. Pour votre information, lorsqu'il y a eu l'épidémie de mpox, parfois nous avons eu des difficultés que les vaccins ne parviennent ici. Il y a des intrants contre des maladies chroniques qui ne pouvaient plus arriver ici parce qu'il y
y avait des difficultés. Alors, dans l'urgence, avec la facilitation des Américains, de l'Union africaine et la médiation du Qatar, on a demandé au gouvernement de faire des mesures humanitaires et dans ces domaines ici, des facilités, que l'éducation fonctionne normalement, que la santé fonctionne normalement, mais aussi la protection de l'environnement. Et on accordera aussi la priorité à la réintégration des personnes démobilisées et aux groupes vulnérables. Lorsqu'on va traiter cette question ici dans le protocole et qu'on aura pris des calendriers et des modalités pratiques et les opérations auront été menées, il y a de ces jeunes gens combattants qui vont quitter les groupes armés. Il faudra qu'il y ait un programme spécifique pour leur réintégration. Mais aussi il y a des groupes vulnérables pour lesquels on a exproprié leur cheptel, pour lesquels on a détruit les maisons, on a incendié des villages. Et ce sont des groupes vulnérables. Il faudra aussi avoir un programme spécifique pour faciliter toutes ces personnes. Et on accordera une priorité pour ces couches sociales. Le 6e protocole, ou bien le 8e protocole, c'est en matière de justice, vérité et réconciliation. Nous nous sommes convenus de l'établissement par le gouvernement d'une commission indépendante nationale de vérité et de réconciliation. Tellement que le pays est déchiré par des conflits ethniques, par l'exclusion, par la xénophobie, par les haines tribales, par toutes sortes de dérapages, parce qu'il n'y a pas la cohésion, parce qu'il n'y a pas le vivre ensemble. Nous avons pensé qu'une commission indépendante nationale de réconciliation et de vérité, ce sujet puisse vider toute cette matière. Et la mise en œuvre sera définie dans le cadre du protocole. Le 3e grand point de l'accord cadre, c'était la mise en œuvre suivie des résolutions des différents. Il peut y arriver qu'on ne s'entend pas sur certains points pendant que nous sommes en train de mettre en œuvre l'accord. Nos différends doivent être gérés à l'amiable. Il s'agit ici d'adopter les protocoles et tout ce qui est afférent à ces protocoles afin de la mise en œuvre du présent accord cadre. Les partis se sont engagés de mettre en œuvre l'accord cadre et les protocoles de bonne foi. C'est-à-dire que, en tant que responsable, en tant que les gens qui sont appelés à soulager les souffrances de nos populations, nous devrions transcender nos égos, nos considérations personnelles pour chercher le bien-être de la population. Et de bonne foi, nous sommes appelés à mettre en œuvre cet accord cadre avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Le 4e point, qui est le dernier de l'accord cadre, c'était les dispositions finales. Nous avions dit que toute modification des dispositions du dit accord nécessitera le consentement des deux parties. Et l'accord paix, l'accord de paix global, c'est défini dans l'objet et le champ d'application de cet accord cadre, où on a dit c'est l'ensemble des protocoles signés, négociés et acceptés par les deux parties. C'est ce qui fera l'accord de paix global. Voilà, mesdames et messieurs, les journalistes, l'économie de l'accord cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Je vous remercie. Merci beaucoup, secrétaire permanent et chef exécutif de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars 1-23, pour ces précisions et ces éclaircissements très importants qui dissipent les confusions et la désinformation menant des cellules de communication du régime de Kinshasa. Et maintenant, nous allons passer à la séance de questions-réponses. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, d'abord pour modification. Asante sana mheshimiwa. Jina langu naitwa Oscar Malvika kutoka ITV Tanzania, vilevile MTV Online. Nina maswali mawili. Ya kwanza ni kuzungumzia kuhusu uongozi wa serikali utakaoimarishwa kwenye ardhi yote ya Kongo. Ni M23 itaweka uongozi kwenye ardhi yote ama ni serikali ya Kinshasa ndio itaweka uongozi kwenye ardhi yote ya Kongo? Ya pili, sasa hivi nimesema kwamba mmesaini makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini mnapigwa. Je, mkishambuliwa mtaendelea kuchukua miji ama mtasubiri kamisheni ya uchunguzi ije iangalie nani alikiuka mkataba? Asante. On va prendre 4 questions. Si vous voulez pas, Merci de la parole accordée. Je suis Blaise Massadossé. Ma question est la suivante. Quelle valeur vous donnez exactement à cet accord cadre? Déjà, après la signature, l'accord a été violé. Et je parle de cessez-le-feu. Maman Michel, s'il vous plaît. Bonjour. Désolé d'être là, Attends, ça va baisser. merci beaucoup. Comme on a eu Esther Monaka de la Grâce, la salle à Pona Michel. Mon tour a eu la population où ils ont un espace libéré. Bazo, Lubaki, Bazo, Nana, Bazo, Pema. Mais il y a Bazo, Bana, ceux qui ont eu qualité. Est-ce que makambo kozala ndenge nini sur terrain lisusu bazomituna est-ce que baokuna nde bakoya kotoyo makambo kozala ndenge nini parce que bazobanga makambo wana ya koyiba bato koboma bato kozanga kimia lisusu ezonga kotoyo omoma okimia esi eboti nde namemaki motumana ya population. Justin Kababa, derrière cette Merci, je suis M. Justin Kababa, associé Express. Monsieur le secrétaire, je voudrais revenir sur vos propos de la fois dernière, juste après la signature de l'accord cadre. Vous avez déclaré, je cite, il n'y aura ni modification de la situation sur les terrains, ni aucune activité quelconque. Notre population peut patienter chez elle et encore. Lorsque vous dites cela, ça veut dire quoi? La population peut encore patienter au moins combien de temps? Une année, 2 ans. La deuxième question, l'armée confirme la perte de la localité de Katoyi acquise les mouvements M23 de violer les cessez-le-feu. Est-ce que confirmez-vous cette information? La dernière question, lorsque vous dites que les groupes armés locaux seront neutralisés, vous faites allusion à quel genre de groupes armés? Merci. Merci. On va répondre les 4 premières questions. Les paragraphes 8, on va aller à la deuxième série de questions. Merci. Accentuer
nchi nzima. Swali yangu la pili, tukishambuliwa tutaendelea kuchukua miji? Sisi tuna haja ya protect raia wetu, na wakati vita inakuja, wale wanatushambulia sisi, na wakati tunawasogeza mbali, tuna huu dua ya kusaidia raia yetu, na wakati tunafika mahali, wakati wakishambulia na wanafukuzwa, tunabaki hapo kwa kusaidia raia yetu. Nikiwaza hiyo sio kuchukua mechi, lakini ni target moja peke yake ya kusaidia population yetu kusudi wasinyanyaswe. La question qui a été posée par l'ami, quelle valeur accordez-vous à cet accord cadre? Car il y a la violation qui fera objet de dialogue proprement dit. Jusque-là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore commencé le dialogue proprement dit pour traiter les causes profondes des conflits. Il nous a pris d'abord du temps pour arriver à faire sortir le premier document que les camarades, le chef de département a signé ici, le communiqué conjoint, où on mettait des intentions pour d'abord apaiser les climats et les propos, éviter des propos qui fâchent, afin de faciliter les pourparlers à l'heure. Le deuxième document qui a été signé, c'est la déclaration de principe, qui avait 7 points, qui avait défini des grands principes, les cessez-le-feu, les réfugiés, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi jusqu'à l'accord proprement dit, au 7e point. Le troisième document qui a été signé, c'était le mécanisme de vérification des cessez-le-feu, qui a été déjà consacré dans la déclaration de principe. Mais cet accord, le document ici que nous avons signé, c'est là où nous sommes mis d'accord sur les matières à traiter pendant les dialogues proprement dit, pendant les pourparlers de paix, qui sera conclu par un accord de paix global, où nous allons toucher ici l'humanitaire et la protection juridique, nous allons toucher ici tous les aspects, même les réformes. Quel genre de réformes nous allons définir dans le protocole. Nous allons travailler sur la question de l'identité de la citoyenneté. Nous allons travailler sur la question des groupes armés parce que c'est un problème. Dans ce pays, chaque leader a une milice. Chaque général, officier supérieur a une milice pour défendre les gentils. Nous devons arriver à clore ce dossier d'insécurité en désarmant les groupes armés locaux, mais aussi en mettant fin aux groupes armés étrangers. Donc, pour nous, cet accord cadre est très important. Ce n'est pas juste un papier, mais ça nous a permis à tracer les limites et les cadres. Ça nous a permis à tracer un cadre et à circonscrire les matières que nous avons mis dans les protocoles. Et lorsqu'on va commencer la discussion sur ces protocoles, nous allons toucher toutes les matières. Et là, nos autorités locales, nos autorités provinciales, les départements, les couches sociales, la fête, tout le monde sera associé pour apporter l'idée de vouloir construire un pays où la population, le peuple est mis à l'avant-plan. Et c'est là, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore entamé une seule discussion de ce protocole ici. La question de m'échapper. Merci maman, maintenant le mec pour le mec. Population de M. Zola la Kongi, c'est payé. Mais bazo mituna, bakomi kobanga soki toyokanite,
de qualité. Bango va pour là. Et là, au moment où il faut déranger Bango, il s'arrête. S'occuper de l'Okani, Bango va pour là. Pour aider, pour le Pongi, ils ont déjà base. Il y a qui tombe au père et c'est pour le Toki, pour la matin, ils sont là, on a antivalère, et bien, ça dit ça, vous allez vous voir ici. Il y a un peu de Bango, là, le message, et c'est Bango qui bâti à côté de la Bango, pire. Baba, mais là, Bango, ils ont ce que vous allez vous savoir, moi, ce que vous allez vous savoir, ils allaient pour aider pour population de mission, et là, la paix, ça va, ça va. Pour tout le monde, est-ce que Bao, kuna bakoya awa, te, ils sont des drogués de kuna. Ils sont des drogués de kuna. Pour te yokani que tant que tu sors la maçon, la carte de protocole, tant que tu restauration, rétablissement et autorité de temps pour la matérialisation. Maintenant, il y a besoin de cambier la carte pour la matérialisation. Il y a pas de noté. Après ça, il y a pas de noté. Donc, qui sanitaire, base à la PPD. Bisous, vous allez vous faire la nuance, mais vous allez vous dire pour l'aide pour aider qui met un son, vous avez la carte de l'eau. Mais population de bisous, à soi, il tombe à la carte de salaire, à la matérialisation de salaire. Pour des gens qui s'y affrontent, quand ils allaient vous soigner la carte de l'hôpital, à soi, salaire payé, fonctionner à l'état de salaire payé. Tout le monde va avoir la société, à soi, beaucoup de gens, ils allaient bien préparer. Kivu Express qui a posé la question, que j'avais fait une déclaration pour dire que lors de la signature de l'accord 4, il y aura une modification de la situation sur le terrain et que la population peut patienter. Et que est-ce que la population va patienter une année? Quelle est la durée? Vous savez, nous sommes bénis par le devoir de redevabilité. Dans la FC 1.3, ou soit on ne sait pas faire les choses, on s'était, ou on sait le faire, on dit ce qu'on a fait. On ne promet pas ou ne pas réaliser. Si nous faisons cette restitution, c'est pour vous montrer noir sur blanc ce que nous sommes dit. On n'a rien inventé ici. Il y a des gens qui ont fait des propagandes, des campagnes pour dire qu'à la signature de l'accord de Doha, l'AFC 23 ne va plus exister sous ces formats-là, vous allez sous-souter. Excusez-moi. Ils ont fait des campagnes, ils ont promis à la population toutes choses invraisemblables. Mais nous sommes dit parce que nous savons ce que nous faisons. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore une information qui vient de tomber ici. On nous attaque à Maïmini, à Tubimbi, dans le Mouéga, mais aussi des bombardements des avions et des bombardements de l'artillerie. Des Sukhoi et aussi des avions de guerre sont en train de bombarder. Pensez-vous que nous allons croiser les doigts pour qu'ils continuent de bombarder? Je vous ai dit qu'il y a droit, nous allons discuter en termes de partis. Et même le médiateur vous répétait que nous n'avons pas un penchant. Vous êtes des partis en conflit, vous êtes tirés dessus. Vous avez des populations sous votre protection, vous êtes en train d'administrer, donc on vous prend d'égal à égal, on travaillait d'égal à égal. Raison pour laquelle même le bien fondé de cet accord cadre ici, partout vous allez dire que les partis s'engagent. On ne dit pas que c'est le gouvernement qui a le monopole de mettre en œuvre de ce que nous avons signé. Nous allons le mettre ensemble en œuvre. S'il faut travailler, on va travailler ensemble. S'il faut procéder à neutraliser les groupes armés étrangers ou quoi, ils font dans leur parti, nous faisons dans notre parti, jusqu'à ce que la paix devienne, alors on va parler sur d'autres choses. Tant que les groupes armés locaux ne sont pas désarmés, il y aura mort, il y aura l'insécurité. Les gens ne peuvent pas circuler librement. Donc il y a des préalables à la mise en œuvre de tout ce que nous avons discuté. Et même les matières et les contenus, nous allons les discuter l'une après l'autre dans les protocoles. Raison pour laquelle nous avons dit toutes choses restant égales par ailleurs, dans les mêmes conditions, dans les mêmes
y aura les décisions pour protéger la population. Mais nous tous, dans l'accord cadre, on nous a dit, nous devons veiller à la protection de la population. Et cet accord cadre devrait être mis en œuvre de bonne foi. Je pense que j'ai épuisé les 5 questions qui ont été posées. Merci. Merci pour la parole. Je suis Jenny Gaga de la RTNC Goma. Alors, je souhaite savoir quel serait le sort de nos journalistes qui travaillent actuellement pour le mouvement. Après que, si un jour Kinshasa arrivait à réinstaller son autorité, ou dans le cas contraire, quelle serait notre assurance, nous journalistes qui travaillons en cette période? Et l'autre question est de savoir si vous pouvez nous éclairer sur la contradiction entre Kinshasa et l'accès pour l'ouverture de l'aéroport de Goma. À quel niveau se situe le problème? Merci beaucoup pour votre question. Nous avons une main surveillée, la chemise blanche. Merci pour m'accorder la parole. Je m'appelle Samuel Olivier, sur les chaînes YouTube. Ma préoccupation réside sur le fait que récemment nous avons entendu à travers les médias l'expression du ministère des Affaires étrangères du Burundi s'exprimant que ce pays a été mis à l'écart dans le processus de paix, que ce soit à Goma ou Washington, ne pense pas que ces pays pouvaient être l'obstacle dans ce processus de paix au moment où ces pays continuent à tuer la population dans les zones de haut plateau. C'est ça ma question. Ma deuxième question consiste sur l'ouverture des banques ici à Goma, mais à Bukavu. Merci, on va prendre une dernière question pour la deuxième série. Et quand vous parlez, c'est de parler très fort parce que le secrétaire permanent a des difficultés de les entendre. Ça serait mieux que vous puissiez parler très fort. D'abord, vous présenter votre nom et votre média. Alors, le monsieur, vous pouvez répondre à votre question, si possible, avant d'aller à la dernière question de cette série. On arrive ici. Ma question consiste, récemment nous avons entendu l'expression du ministre des Affaires étrangères du Burundi à travers les médias s'exprimant que le pays du Burundi a été mis à l'écart dans le processus de paix, que ce soit à Doha ou à Washington. Ne pense pas que ces pays pouvaient être l'obstacle dans ce processus de paix. Ma deuxième préoccupation consiste sur l'ouverture des banques parce que la population ici réclame ça pour que le banque puisse être ouvert à air gay. Merci, passez le micro au confrère de l'autre côté de gauche.
Oui, nous vous remercions parce que de l'autre côté, à Kinshasa, il n'y a que la restriction se fait par des réseaux sociaux. Mais si vous comptez ici, si votre service de protocole compte pas moins de 100 caméras, merci pour ça. Bien que les deux côtés, vous semblez ne pas respecter ces normes, la population n'est pas respecter les accords, parce que Kinshasa, c'est le bombardement. Et vous venez de le citer, il dit, côté AFC 23, les lieux de Sahara, c'est la progression. Est-ce que les accords ont réellement des accords et ont pouvoir assurer la population congolaise? C'est la première question. La deuxième, un homme d'État congolais avait bien dit qu'en politique, l'ami ou l'ennemi éternel n'existe pas. Vous venez de signer l'autre rente à toi, dont nous pouvons dire que le match était nul. Voudrez-vous nous décrire l'ambiance qui a régné entre vous les deux côtés? Parce qu'à toi, vous êtes les adversaires. Bien que, au niveau de Kinshasa, je pèse bien mes mots sur les documents, au lieu d'écrire AFC 23, on ajoute ce qu'à l'époque on disait les rebelles terroristes, RDF. C'est ce qui se disait ici avant notre libération. Mais à Kinshasa, ça continue à se dire, bien que vous nous avez dit que ces histoires-là ont été barrées. Enfin, pour terminer, les accords dont vous venez de nous restituer, parmi les publications de Kinshasa, quelqu'un avait dit que le cadre des points de ces accords, j'ai lu ça sur les médias de Kinshasa, lisant les dires des responsables que le cadre accord sur le désarmement, cantonnement, réinsertion de la vie communautaire des éléments ARC, les lieux de Saramo. Et pourtant, vous savez, vous l'aviez dit, que ce sont les FARDC qui vont intégrer les lieux de Saramo et l'ARC. Merci, monsieur le diplomate, et toute votre délégation. Merci beaucoup. Nous allons finir avec la deuxième série. ceasefire mechanism. Imo bitabika na
ndetse mu buryo bukoreshwa kugira ngo barebe ko hubahirijwe amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo byumvikanweho n'impande zombi. Icyo twavuze hano umuyobozi yavuze nubwo ayo masezerano yasinywe mu kwezi kwa karindwi w'ibihumbi cyangwa ku cyenda sinibuka neza, ntabwo uruhande rw'abatuye uruhande rwa guverinoma yubahiriza. Ni ukuvuga ngo twanegosyaga twakoraga ibiganiro ariko nanone tuzi yuko ayo masezerano atari yubahiriza. Buri gihe igihe cyose babaga baduteye twabigezaga ku babishinzwe kugira ngo ayo masezerano yasinywe n'impande zombi yubahirizwe. Nk'ubu turimo tuvuga iyo dutewe tugaragaza yuko ayo masezerano atari yubahirijwe, ndetse tugasaba yuko ababishinzwe guteganya gukora ayo masezerano bakora mu buryo buteganyijwe nanone kugira ngo uruhande rurimo rutera rushobore kuba rwafatirwa ibihano. Kuba rero hari ibitewe ntabwo bihagarika ibiganiro birakomeza, ariko nanone bikakomeza kugaragazwa yuko hariho kutubahiriza ibyagezweho n'ibicuruzwa n'impande zombi. Cyane bari kuvuga ko se duhari icyizere ifite icyizere gicyabura iyo ibiganiro turimo turaganira leta, kandi dufite icyizere ko tuzageraho imirwano ihagarara hakaba ubwumvikane ibibazo bishobora gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro butageze mu nama. Merci. Pour la journaliste qui a demandé pour leur sécurité. Dans l'accord 4, il y a l'ordre signifié la protection juridique. Ça inclut tout le monde. Ce n'est pas la protection juridique pour les membres de l'AFC, mais c'est pour tous les Congolais, dans les droits. Et hier, nous avons dit qu'il faut qu'on puisse faire la promotion des droits de l'homme et des respects des droits humanitaires. Donc, nous sommes respectueux de cela. Et en discutant, vous vous êtes toujours mis dans la tête être dans une position défaitiste. C'est le bien fondé même de cette révolution. Les révolutionnaires sont comme des idéalistes. On brave la peur pour que nous puissions rendre notre peuple son droit. C'est pourquoi il nous a été même obligé de recourir à la force. Parce que le langage politique n'a pas marché. Vous voyez, il y a beaucoup de sommité dans l'opposition. Mais le président Tshisekedi dit que les oppositions à pété. Ça n'a pas cassé. Nous, on a dit on ne fuit pas. On affronte les dangers pour le bien-être de la population. Et tout ce que nous faisons, c'est pour tous les Congolais. Et c'est même pour les opposants politiques qui sont du côté de Kinshasa, dans la ville, dans la partie contrôlée par Kinshasa, et qui sont à l'exil, et qui sont même le bienvenu de venir chez nous. Ici, ils n'auront besoin ni de visa ni de quoi, ils rentrent dans leur pays. Et ils ne doivent pas avoir peur. Et les matières qui seront traitées dans le protocole tiendront compte de leur état aussi, de ces poursuites, des arrestations arbitraires, des méfaits, cette dictature qui s'installe à Kinshasa. Nous nous sommes opposés à cela et nous avons opté pour la voie de la force pour arriver à mettre fin à cette dictature. Raison pour laquelle les journalistes qui sont ici, les journalistes qui sont apolitiques, s'ils font bien leur travail, personne ne peut le poursuivre. C'est là à Kinshasa où les journalistes sont comme des caisses de résonance, où on leur interdit même d'interviewer. Vous êtes témoins qu'on nous a coupé, on nous a privé de micro, bien le droit de réponse, et notre son de cloche dans tous les médias. Il y a une sorte de blackout de notre côté que nous ne puissions pas s'exprimer dans les médias. Donc, je voudrais dire à la journaliste qui a posé la question de ma sécurité, c'est que vous payez là-bas, s'il vous plaît. Les autres créent votre destin. Si vous ne créez pas votre destin, vous ne travaillez pas pour votre destin. Personne ne fera votre destin.
camarades pour l'ami qui a posé cette question, poser la question au troisième protocole ou au cinquième protocole qui passe sur les dispositifs en matière de sécurité, d'armement et d'autonomisation et de personnes de présidence et DDS. Je voulais juste répondre à notre question. La SCN d'abord, la SCN de soi n'est pas Et aussi, chaque fois que nous sommes attaqués par les groupes armés étrangers, nous ripostons. Et vous avez constaté plusieurs fois ici les rapatriements des FDLR dans leur pays, les rapatriements des populations rwandaises qui rentraient dans leur pays. Donc, nous ne faisons pas partie des personnes qui seront désarmées. D'ailleurs, nous faisons partie de la matrice de l'armée républicaine qui sera construite parce que notre armée est disciplinée et elle est professionnelle. Concernant les retours des réfugiés, comme l'a dit camarade Jean-Pierre, il est inconcevable que nous ne soyons pas impliqués dans les retours des réfugiés. Parce que quand ils rentrent dans les zones que nous administrons. C'est que nous avons la charge de les sécuriser les convois et de sécuriser leur lignée de retour. Donc, nous faisons partie prenante dans l'opération de retour des réfugiés et même des déplacés internes. Mais aussi bon nombre de nos militaires, vous devez le savoir aussi, leurs parents sont les enfants des réfugiés. Ce sont les enfants des réfugiés. Comment voulez-vous traiter les dossiers des réfugiés où leurs propres enfants se battent pour que les parents entrent et que vous puissiez les exclure dans le processus de rapatriement ou même de leur installation? Pour dire, la tripartite, c'est le gouvernement de la République qui doit signer avec le gouvernement des pays voisins, là où il y a des réfugiés, notamment en Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. C'est le gouvernement de la République qui doit signer cette partie-là. Mais lorsque le réfugié rentre, nous devons être impliqués pour leur sécurisation, pour leur réinstallation et même leur réintégration. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais répondre à la question qui concerne l'ouverture de l'aéroport de Goma. En vous disant qu'en date du 28 octobre 2025, le coordonnateur politique a adressé une lettre au ministre de l'Europe, au ministre des Affaires étrangères, en prévision de la conférence humanitaire qui a été organisée à Paris. Et dans cette lettre, le coordonnateur politique a parlé de cette question de la réouverture de l'aéroport de Goma, soi-disant pour des raisons humanitaires. Déjà, je voudrais vous dire que ce lobby qui est fait pour cette question de l'aéroport est un lobby qui est fait par des humanitaires qui est gagné sur le dos de la population. Aujourd'hui, que les camps qui étaient autour de la ville de Goma ont disparu et que tout le monde est retourné dans les villages, ces
le lobbying en fait, des services humanitaires qui sont allés agiter le gouvernement français en ce qui concerne la situation humanitaire dans cette zone. Chers journalistes, vous n'avez qu'à regarder le paysage de ce pays. À Kwamut, nous sommes à la porte de Kinshasa. Des communautés locales se gorgent à la porte de Kinshasa. C'est une situation humanitaire qu'on ne fait pas allusion. À Beni, c'est chaque jour qu'on tue. En Ituri, n'en parlons pas. Pas plus tard qu'il y a une semaine, dans la province de Lualaba, nous avons vu des centaines de Congolais périr dans les mines, y compris des enfants. C'est une situation humanitaire préoccupante. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que le business, c'était l'humanitaire ici dans cette zone. Et nous sommes venus pour normaliser la situation économique et social de nos compatriotes. Ils ne voient pas de cette œil-là. Et donc, s'agissant de l'aéroport de Goma, cette question est liée à deux ordres. Le premier point, c'est sécuritaire, mais aussi c'est politique. Comment nous en sommes arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que la coalition FDLR, Burundi, FARDC, Wazalendo et consorts, ils ont pris l'habitude lorsqu'ils perdent sur le terrain militaire de saboter les infrastructures. Ils l'ont fait dernièrement avec l'ISA, ils l'ont fait aussi avec l'aéroport de Goma. Avant de partir, ils ont détruit la tour de contrôle, ils ont détruit la piste d'atterrissage, ils ont laissé des mines antipersonnelles dans cette station de l'aéroport. Bref, ils l'ont saboté. Et aussi, le gouvernement de Kinshasa a publié un notable qui est une sorte d'interdiction pour les aéronefs, pour les avions d'atterrir à l'aéroport de Goma. Ce sont là les actes qu'ils ont posés. Et donc, ils sont responsables d'abord de la destruction de cette infrastructure, mais nous, en tant qu'autorité de fait sur cet espace, nous ne pouvons pas ouvrir cet aéroport vaille que vaille. Cela doit être un processus. Sur le plan sécuritaire, le secrétaire permanent venait de relever qu'il continue à nous attaquer. Il viole le cessez-le-feu. Puis ils envahissent l'espace aérien avec des drones et des Sukhoi. Et nous avons la responsabilité de protéger les populations. Nous ne pouvons pas accepter que cela se fasse comme ça, alors parce qu'ils veulent en fait en réalité utiliser cette réflexe, pas peut-être c'est un fantasme. Ils veulent utiliser l'aéroport de Goma pour essayer de tenter peut-être une opération aéroportée. Et sur le plan politique, nous disons que l'ouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à toutes les mesures de l'établissement de confiance. Jusque-là, nous avons libéré plus de 2000 ou 3000 détenus. Vous vous rappelez les 1500 qui étaient à Moscou? Ce sont des détenus que nous avons libérés. Les mercenaires, nous avons libérés. Et plusieurs combattants. Et aujourd'hui, dans le processus, dans le mécanisme de libération des prisonniers, des détenus, Kinshasa n'a libéré personne. Et donc, sur le plan politique, la question de la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas dissociable à la question politique de rétablissement de confiance, aux questions politiques de respect de l'accord cadre et même de la déclaration de principe. Voilà la réponse que nous proposons aux gens qui a posé, qui est même contenue dans la lettre du coordonnateur. Je crois qu'avec son autorisation, nous publierons cette correspondance pour que la population puisse comprendre quelle est notre ligne politique.
sans qu'il y ait une seule mort, un seul décès par balle ou de choses comme ça. Chose qui ne pouvait pas se passer à Goma. Je vous dis que Kinshasa traite de terroristes, de RADF 23. C'est leur droit de nous réjouir. C'est peut-être une façon aussi de calmer les consciences, mais nous sommes respectueux. Nous ne pouvons pas manquer de respect à qui que ce soit, même à son adversaire, on doit le respect. Merci. Merci beaucoup, secrétaire. Avant que nous entrons. Avait été posé avant. Il y a eu une réponse de mes collègues ici. Peut-être on peut partir d'abord par le principe. Le principe dans l'accord cadre, c'est que toute question en rapport au désarmement, toute question en rapport à l'intégration des combattants, de manière générale, n'a pas encore été discutée. Elles vont être discutées pendant le protocole. Donc c'est là où il y aura des détails de qui va être désarmé, où ils seront cantonnés et comment ils seront intégrés. Donc ces détails ne sont pas disponibles ensemble. Ces questions n'ont pas encore été traitées. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe est que les négociations se passent entre l'AFC-M23 et le gouvernement de Kinshasa. Donc, si vous consommez tout ce qui vient de Kinshasa dans le sens de dire que le M23 va être désarmé, cantonné, je ne sais pas, expulsé, ça c'est de la pure propagande. Le gouvernement de Kinshasa ne va pas signer, ne négocie pas avec nous-mêmes, il négocie avec l'AFC-M23. Ils parviendront à un accord, et ce n'est pas au gouvernement de Kinshasa de dire c'est que l'AFC-M23 deviendra. Que cela soit clair, il ne faut pas consommer la propagande. Il y a ce qui a expliqué récemment que nous sommes allés signer à droite. Vous avez vu dans l'accord qu'il n'y a rien de bon. Donc, que les gens qui se posent des questions qui sachent que l'AFC-M23 est une partie ici avec le gouvernement, s'entendra avec le gouvernement des modalités de gouvernement et de l'intégration des combattants, que ce soit du côté des femmes ou des femmes, d'autres parties, cela sera discuté ultérieurement. Mais dans le cadre de l'accord cadre, vous pouvez le voir, il est clair que les groupes armés étrangers vont être neutralisés. Les groupes armés locaux, ils vont être désarmés. Donc ça c'est clair. Et tous les voisins qui ne participent pas, ils vont être désarmés. Et vous suivez aussi une campagne de sensibilisation que l'AFC-M23 mène. Il y a des groupes armés locaux qui se rendent avec leurs armes. Lorsqu'ils nous donnent leurs armes, c'est déjà être désarmés. Nous sommes une alternative même à ce pouvoir de Kinshasa, si je peux le dire. Et il ne faudra pas qu'on mette notre population, qu'on mette dans la tête de nos populations qu'ils ont droit, ils sont légitimes. Mais la légitimité vient du peuple. Tant que ce peuple vous a donné le mandat de diriger, ne trouve pas quelque chose, vous avez perdu toute légitimité. Et sincèrement, je vous le dis, ce ne sont pas des propos de ces gens-là qui peuvent nous faire réfléchir et dire qu'ils viendront ici, ils sont légitimes, et alors, j'avais suivi la ministre des Affaires étrangères, il faudra que